Bonjour tout le monde. Dans le cadre de poursuivre notre cours d'économie générale pour la deuxième année sciences de gestion comptable, donc on s'est arrêté sur la politique monétaire. Donc, on a vu la définition de la monnaie. On a dit que la monnaie est constituée par l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour régler leurs transactions. C'est un bien d'échange généralement accepté par une communauté de paiement. Donc la monnaie a été créée pour faire face aux inconvénients du troc, tels que le problème de stockage des biens et leur détérioration avec le temps et l'existence de biens indivisibles, la possibilité de ne pas trouver une personne qui a le besoin de votre marchandise, ainsi de suite. Donc, on a différencié aussi entre la monnaie marchandise et la monnaie métallique. Donc, la monnaie marchandise, donc les marchandises sont utilisées comme une monnaie, ont été très variées dans le temps et dans l'espace. Donc, par exemple, le bétail, les barres de sel, les coquillages, ainsi de suite. Donc, elles correspondent à une marchandise qui, par différence aux autres, représentait un symbole de richesse, alors que la monnaie métallique, c'est une forme de monnaie qui vient après la monnaie marchandise. Donc, elle est sous forme métallique, donc on va utiliser des métaux précieux comme monnaie, tels que l'or, l'argent, le bronze, etc. Donc, les formes actuelles de la monnaie sont diverses. Donc, on trouve la monnaie divisionnaire. Donc, il est constitué par des pièces ou des monnaies métalliques. Donc, les billets de banque ou monnaie papier, donc ils sont émises par Banque El Maghreb. Donc, on trouve par exemple 20 dirhams, 100 dirhams, 200 dirhams sous forme de papier. La monnaie scripturale ou la monnaie de banque, donc il est constitué par les dépôts à vue inscrits dans des comptes ouverts sur les registres de banque au nom de leurs clients et permet le règlement effectué par des simples jeux d'écriture, donc tels que les chèques, les virements, les cartes de paiement, ainsi de suite. Et la monnaie électronique ou monétique qui constitue l'ensemble des techniques informatiques, magnétiques, électroniques et télématiques permettant l'échange de fonds sans support papier. Donc, la monnaie peut prendre différentes formes. Donc, on a dit que il se divise sur les formes qu'on a énumérées précédemment. Les fonctions de monnaie. On a dit que la monnaie a plusieurs rôles. Donc, il est une unité de mesure. Donc, on peut évaluer tous les biens et services faisant partie d'un échange et on peut comparer leurs prix. Donc, elle est aussi un instrument d'échange, donc il permet d'apporter une contrepartie à n'importe quel flux de marchandises et elle est par conséquent un instrument de réserve, donc il peut être conservé pour une utilisation ultérieure. Donc, il permet aux agents économiques de réserver de la valeur, de détenir une partie de leur avoir sous forme monétaire pour les utiliser ultérieurement. Donc, les motifs de la demande de la monnaie sont différents. Donc, selon Keynes, donc, le premier motif, c'est la transaction. Donc, on a besoin de la monnaie pour régler les échanges courants. On a besoin de la monnaie pour faire face aux incertitudes de l'avenir. Donc, c'est un motif de précaution et peut-être que c'est pour avoir la possibilité de tirer profit de l'évolution du taux d'intérêt. Donc, on parle du motif de la spéculation. Puis, on a détecté les différents agrégats monétaires. Donc, on a défini premièrement la masse monétaire comme étant la quantité de monnaie en circulation dans une économie ou dans une zone monétaire. Donc, elle est mesurée par l'agrégat M3. On a fait
le calcul nécessaire pour détecter la valeur de cet agrégat M3. Donc, premièrement, on a commencé par le calcul de l'agrégat M1 qui constitue l'ensemble des moyens de paiement directement utilisables dans le règlement des transactions. Donc, le M1 est égal à la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. L'agrégat M2 qui est la somme de M1 plus les avoirs à vue non utilisables par chèque. Donc, M2 est égal à M1 plus les dépôts sur carnet auprès des banques plus le dépôt sur livret chez la Caisse d'épargne nationale. Donc, l'agrégat M3 correspond à la somme de M2 plus les placements à échéance fixe. Donc, M3 va être égal à M2 plus les comptes à terme, plus les bons de caisse, plus les certificats de dépôt. Ensuite, on a entamé les contreparties de la masse monétaire qui sont liées aux avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur global. Donc, on a dit que la création monétaire a trois origines. La première, c'est la distribution des crédits par les banques. Deuxièmement, le financement du déficit budgétaire. Et troisièmement, l'acquisition des devises par la Banque centrale. Donc maintenant, on passera au système financier. On va voir le système financier à court terme et le système financier à long terme. Donc, premièrement, on va définir le système financier. C'est l'ensemble des institutions et des mécanismes ayant pour objet de mettre en relation les besoins de financement des uns avec les capacités de financement des autres. Donc, c'est l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des établissements, l'ensemble des institutions qui lient les agents économiques qui ont des besoins de financement et d'autres agents économiques qui ont des capacités de financement. Il regroupe le marché des capitaux, donc que ce soit le marché financier et le marché monétaire, et les institutions financières assurant la collecte des ressources et la distribution de financement, soit sous forme de titres négociables, soit sous forme de dépôts et de crédits. On a vu cela dans le chapitre du marché et bien exactement le marché de capitaux. Donc premièrement, on va débuter par la finance indirecte, le système bancaire marocain. Donc les différents intervenants dans le système bancaire marocain sont premièrement Banque al-Maghrib. Donc là, c'est la BAM ou bien la Banque centrale du Royaume du Maroc. Elle est dénommée Banque al-Maghrib. Donc, c'est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a été créée en 1959 en substitution à l'ancienne qui a porté le nom de Banque d'État du Maroc. Donc, on a substitué la Banque d'État du Maroc par Banque al-Maghrib. Elle a pour mission d'exercer le privilège de l'émission des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du royaume. Donc, elle a pour mission de mettre en œuvre les instruments de la politique monétaire pour assurer la stabilité des prix. Elle a pour mission aussi de conseiller le gouvernement dans le domaine financier, donc c'est une mission de conseil, et veiller au bon fonctionnement du marché monétaire et à assurer son contrôle. Puis, le deuxième intervenant dans le système bancaire marocain, ce sont les établissements de crédit, qui sont des établissements ayant plusieurs activités telles que la réception des fonds du public, les opérations de crédit, la mise à la disposition de la clientèle de tous les moyens de paiement ou leur gestion, ainsi de suite. Puis on trouve le Conseil national de la monnaie et de l'épargne, qui est un organe de constitution
de consultation en matière de la politique monétaire. Donc, c'est un organe de consultation en matière de la politique monétaire comme la monnaie, l'épargne, le crédit, le taux d'intérêt et le marché financier. Ensuite, on trouve le comité des établissements de crédit qui est une instance créée en vue de faciliter les prises de décision de Banque El Maghrib sur les questions inhérentes à l'activité des établissements de crédit. La commission de discipline des établissements de crédit est aussi une des intervenants dans le système bancaire marocain. Donc, elle est chargée d'instruire les dossiers disciplinaires et de proposer au gouverneur de Banque El Maghrib les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de la loi. Et enfin, on trouve des associations professionnelles qui sont des associations liées aux établissements de crédit qui étudient les questions intéressantes à l'exercice de la profession, notamment l'amélioration des techniques de banque et de crédit, l'introduction de nouvelles technologies, la création de services communs et la formation du personnel et ensuite les relations avec les représentants des employés. Donc, ce sont les différents intervenants dans le système bancaire marocain. Donc, on passe à la finance directe, le marché des capitaux. Donc, on a déjà décelé la notion du marché de capitaux dans la première partie, le premier chapitre du marché. Donc, on a fait en détail les différentes composantes du marché des capitaux. Donc, on va seulement rappeler les notions principales sur ce marché. Donc, à titre de rappel, le marché des capitaux est un marché sur lequel se rencontrent les offreurs et les demandeurs de capitaux, respectivement des agents à capacité de financement et des agents qui ont le besoin de financement. Donc, les offreurs sont les agents à capacité de financement et les demandeurs sont des agents à besoin de financement. Pour schématiser, le marché de capitaux se compose de deux marchés, le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire regroupe le marché interbancaire et le marché monétaire élargi, alors que pour le marché financier, regroupe le marché primaire et le marché secondaire. Donc, pour m'arrêter à la notion du marché interbancaire qui est le premier marché qui compose le marché monétaire, donc c'est un marché réservé aux établissements de crédit. Il leur permet de placer ou d'emprunter de la monnaie émise par la Banque centrale pour une durée qui peut se limiter à 24 heures. En intervenant sur le marché monétaire, la Banque centrale maîtrise la quantité de monnaie en circulation et le niveau des taux d'intérêt. Alors, pour le marché monétaire élargi, qui est le deuxième marché qui constitue le marché monétaire. Donc, c'est un marché ouvert à tous les agents qui placent ou empruntent de la monnaie contre divers titres, pour l'essentiel des bons du trésor émis par l'État, des certificats de dépôt émis par les institutions financières ou des billets de trésorerie émis par les entreprises. Donc, pour résumer, le marché interbancaire, c'est un marché entre les banques, entre la Banque centrale et les autres banques, alors que le marché monétaire élargi concerne tous les agents qui désirent placer ou emprunter de la monnaie contre divers titres. Donc, on passe à la bourse des valeurs de Casablanca. Premièrement, donc on commence par un aperçu sur son historique. La bourse de valeurs de Casablanca a initié le 7
novembre 1929 sa première séance de cotation. Depuis son existence, l'institution a connu trois importantes réformes. La première est en 1948. Donc, elle a attribué à la Bourse de Casablanca la personnalité morale. La seconde en 1967 qui a permis de la réorganiser juridiquement et techniquement et de la définir comme un établissement public. Enfin, en 1993, la promulgation d'un ensemble de textes de loi portant réforme du marché financier a doté la Bourse de Casablanca du cadre réglementaire et technique nécessaire à son émergence. Donc maintenant, on passe aux différents intervenants qui existent au sein de la BVC, la Bourse de valeurs de Casablanca. Le premier intervenant dans la BVC, ce sont les sociétés de bourse. Les sociétés de bourse ont pour objet, outre l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières, la garde des titres, la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières en vertu d'un mandat, le conseil à la clientèle et l'animation du marché des valeurs mobilières inscrites à la cote. Donc, les sociétés de bourse participent également au placement des titres émis par les personnes morales faisant appel public à l'épargne et assistent ces dernières à la préparation des documents d'information destinés au public. Donc, ce sont les sociétés de bourse. Deuxièmement, on trouve le conseil déontologique des valeurs mobilières. Il est appelé en abréviation le CDVM. Donc, vous entendez généralement ce terme dans les journaux télévisés, surtout ceux économiques, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc, le Conseil déontologique des valeurs mobilières, le CDVM, est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le CDVM est l'autorité de marché. Donc, il veille sur l'application des lois et de la réglementation au sein de la Bourse de Casablanca. Il a pour mission de protéger l'épargne investie en valeurs mobilières ou tout autre placement réalisé par appel public à l'épargne. Deuxièmement, veiller à l'information des investisseurs en valeurs mobilières en s'assurant que les personnes morales qui font appel public à l'épargne établissent et diffusent toutes les informations légales et réglementaires en vigueur. Troisièmement, veiller au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières en assurant la transparence, l'intégrité et la sécurité. Oui, veiller au respect des diverses dispositions légales et réglementaires régissant le marché financier. Et à la mesure de la performance du marché financier, donc on parlera des indices boursiers. Donc comme vous savez, il y a plusieurs indices boursiers. On va traiter les principaux indices boursiers qui existent à la Bourse de valeurs de Casablanca, qui sont le MASI et le MADEX. Vous entendez ces termes dans les news économiques. Donc, le MADEX, c'est une abréviation, bien sûr. Donc, qui veut dire Moroccan Most Active Shares Index. Donc, c'est un indice de capitalisation composé des valeurs les plus actives de la cote. Il intègre l'ensemble des valeurs cotées en continu, calculées et diffusées depuis le 1er janvier 2002. Le MADEX a pour base 1000 au 31/12/1991. Alors que le MASI est une abréviation de Moroccan All Shares Index. Donc, c'est un indice global de capitalisation. Le MASI est composé de toutes les valeurs de type action cotées à la bourse de Casablanca, calculées et diffusées en temps réel. Le MASI a pour objectif
de présenter l'évolution du marché dans son ensemble et de fournir une référence à long terme. Donc, si on veut récapituler, le MASI, c'est un indice qui englobe toutes les actions, toutes les valeurs cotées à la bourse de Casablanca, alors que le MADEX regroupe seulement celles qui sont les plus actifs. Donc, si je dis les plus actifs, donc ils sont les plus achetés et vendus. Donc, ils sont actifs, donc ils font l'objet d'un achat ou bien d'une vente. La structure du marché. La bourse est un marché réglementé sur lequel sont publiquement négociées les valeurs mobilières. Il comprend le marché central, donc c'est un marché centralisé, gouverné par les ordres, et un marché de blocs. C'est un marché de gré à gré où sont négociés des blocs de titres de taille importante dans des conditions de cours issues du marché central. Donc le marché central, c'est un marché qui est centralisé, alors que le marché de blocs, c'est un marché où se trouvent les désireux d'acheter ou de vendre des blocs de titres de gré à gré, bien sûr, sous le respect d'un certain nombre de conditions. Les conditions posées par le marché central. Donc, quels sont les avantages de l'introduction en bourse? D'après la définition et la notion de la bourse de valeur de Casablanca, donc quel intérêt présente cette introduction pour les entreprises? Premièrement, financer simplement et à moindre coût des projets d'investissement. Donc, si l'entreprise désire de se financer, d'avoir un pouvoir, une capacité de financement de ses investissements et avec moindre coût, donc la bourse est la solution. Deuxièmement, bénéficier d'exonération fiscale. Donc, il y a un ensemble d'avantages sur l'introduction en bourse. Augmenter la notoriété de l'entreprise. Donc, on trouve que les entreprises cotées en bourse ont une notoriété supérieure parce que tout est clair. On peut consulter leur état de synthèse, on peut consulter leur activité, ainsi de suite. Donc, ils ont plus de notoriété. Obtenir un label de bonne gouvernance. Donc, les entreprises qui sont cotées, donc, ils sont dotés d'une bonne gouvernance. Et pérenniser l'avenir de la société. Donc, suite au respect d'un ensemble de règlements et de conditions, l'entreprise garantira sa pérennité et sa survie sur le marché. Mais la contribution de la Bourse des valeurs de Casablanca, la BVC, au financement de l'économie nationale est encore faible. Donc, à cause d'un ensemble de raisons qui sont les suivantes. Premièrement, le caractère familial d'un grand nombre d'entreprises marocaines limite considérablement leur possibilité d'ouverture et par conséquent leur croissance. Donc, comme on sait, les entreprises marocaines généralement sont de caractère familial. Donc, ce qui restreint leur possibilité d'ouverture sur le marché et par conséquent restreint aussi leur développement. Les Marocains sont loin d'être imprégnés de la culture d'épargne à risque. Donc, maintenant, actuellement, de plus en plus, ils sont plus ouverts sur la culture d'épargne à risque, mais ça reste un peu limité. Les conditions parfois contraignantes pour accéder à la bourse. Donc, comme on sait, généralement, il y a des conditions pour accéder à la cotation en bourse. Donc, parmi ces conditions, donc, il y a un chiffre d'affaires qui est un peu
élevés par rapport au tissu économique du pays. Les avantages fiscaux octroyés sont peu intéressants, donc ils ne sont pas assez intéressants pour encourager les entreprises à être cotées dans la bourse. Le nombre des sociétés anonymes, les SA au Maroc, est très limité. Donc, par rapport au tissu économique du pays, donc généralement, on trouve des sociétés de personnes. Donc, les sociétés de capitaux, notamment les sociétés anonymes, sont comptées peu nombreuses. La faible liquidité du marché. Donc, il n'y a pas d'assez de liquidité pour financer l'économie d'après nos propres moyens. Et l'introduction dans un marché peu dynamique peut être dangereux, surtout pour les entreprises en pleine croissance. Donc, la dynamique et la dynamique qui est limitée est liée au point qu'on a énuméré maintenant. Donc, pour cela, je termine cette partie. Je vous retrouve pour les objectifs et les actions de la politique monétaire dans une vidéo après. Merci et à bientôt.